Faut-il investir ou pas d'ailleurs? Mettre un petit bout de son portefeuille boursier sur les bourses du Moyen-Orient. On en parle avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Journaliste à Patrimoine 24. On n'est pas totalement hors sujet, mais c'est hyper dangereux. Attendez, vous avez vu, il y a des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Oui, ça donne pas spécialement envie, enfin l'actualité donne pas spécialement envie géopolitique d'investir dans cette région, à tort ou à raison. Est-ce que c'est une terre d'investissement, voilà, dit autrement, pour les épargnants ou il y a les tensions US-Iran et en même temps, l'année dernière, le mois dernier, en décembre, on a eu la plus grosse introduction sur le marché saoudien, Aramco, 2000 milliards de dollars. Donc ça fait réfléchir, on se dit, ça bouge. Alors, ils ont introduit 2% du capital aussi. Hein, mais c'est une ouverture. Est-ce que le Moyen-Orient, c'est une terre d'investissement? Ça dépend pour qui. Pour les industriels, pour les entrepreneurs, oui, incontestablement, parce qu'il y a de la croissance. C'est des régions où les pétromonarchies préparent l'après-pétrole. Elles investissent un peu tout azimut, là où elles peuvent, dans le tourisme, dans le traitement de l'eau, dans la santé, dans les infrastructures, dans les aéroports. Donc il se passe plein de choses. Et oui, c'est une terre d'investissement pour les investisseurs en non-coté. Ouais. En revanche, sur les marchés boursiers, c'est un petit peu plus, c'est une autre affaire, c'est un peu différent quand même. Donc, je vais un peu loin, ça ne présente pas d'intérêt c'est pas que ça ne présente pas d'intérêt, c'est qu'on est sur des marchés qui sont étroits. On a des marchés étroits parce qu'il n'y a pas énormément de valeur. Et puis, c'est des marchés qui sont peu profonds parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume d'échange. On est sur des marchés émergents. Ça veut dire quoi émergent? Ça veut dire que ça peut être volatile, ça peut parfois ne pas être toujours très transparent. Et on l'a vu sur certains pays émergents comme la Russie. On a vu des opérateurs, des investisseurs être un peu victimes du fait du prince en Russie, donc à plus forte raison sur ces monarchies pétrolières. Et puis un autre problème sur ces marchés moyen-orientaux, c'est qu'on a des indices qui sont très biaisés avec une surpondération des valeurs financières. C'est le cas par exemple sur l'indice de la bourse de Kuwait City. Vous avez presque 70% de la cote. C'est de la finance? C'est de la finance. C'est intéressant. Donc, effectivement, gros biais sectoriel pour le coup. Là. Il y a un gros biais sectoriel. Et puis c'est vrai qu'en même temps, même si le flottant est faible, il y a eu le mois dernier l'introduction d'Aramco. Ça valorise, ça capitalise la société à 2000 milliards. Combien? 2000 milliards de dollars. Ça, voilà. Bon, et justement, ça vaut le coup ou pas d'investir sur Aramco? On arrive un peu tard, vous me direz, pour poser la question. Alors, vous arrivez un peu tard, et puis deux, c'est un peu tôt pour le savoir. Il va falloir laisser le cours de bourse trouver son point d'équilibre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous souhaitez investir les marchés sur cette région, il vaut vraisemblablement mieux aller via de la gestion collective, des véhicules collectifs, qu'en titre vif, qu'en titre individuel. Et sur le marché français, vous trouvez une petite poignée de fonds qui investissent dans cette région, dont des ETF. Vous avez plusieurs ETF, comme HSBC MSCI Saudi Arabia. Invesco a lancé au mois d'octobre un ETF MSCI Kuwait. Vous avez un iShare TA35 Israël ETF. C'est un ETF qui réplique l'indice TA35 de la bourse de Tel Aviv. C'est intéressant justement parce que pour le coup, on dit souvent qu'en Europe, on n'a pas assez de valeur tech. Si on veut de la valeur tech, est-ce que la bourse israélienne, c'est intéressant pour ça? D'ailleurs, on s'est classifié la bourse israélienne Moyen-Orient ou pas d'ailleurs? Moyen-Orient. Okay. Géographiquement, c'est Moyen-Orient, et dans le fonctionnement, c'est plutôt une bourse occidentale. C'est une bourse assez moderne avec à peu près 600 valeurs. Certes, il y a le poids des financières qui reste important sur la bourse de Tel Aviv, mais vous avez des valeurs comme Teva, qu'on connaît bien dans le secteur de la santé, le laboratoire. Ils sont pris un gadin, Teva, pour le coup. Alors oui, ils sont pris un gadin, mais c'est une belle valeur qui a une diffusion mondiale. Il y a de la tech, j'imagine. Il y a de la tech, il y a bien sûr des télécoms, il y a Isramco qui est une valeur pétrolière, et l'année dernière, en 2019, le TA35, donc l'indice de la bourse de Tel Aviv, il a fait 23% sur l'année, en dépit du gadin que vous évoquiez de Teva, qui a, sur le même temps, perdu à peu près 40% et qui vaut à peu près 7-8% de l'indice TA35. Bon, donc oui, c'est une terre, pour le coup, cet indice, oui, c'est une terre d'investissement, parce qu'on est sur un comportement. On est sur un marché boursier qui ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir, nous, en Europe. De la bourse israélienne, on parle. Oui, pardon, la bourse israélienne. Ouais. C'est un marché de type occidental. D'accord. Et donc, une profondeur de marché. Et côté fonds, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses? Alors, côté fonds, il y a quelques fonds qui ont une thématique assez large. On connaît les BRIC, il y a les MENA. MENA, qu'est-ce que c'est? C'est Middle East, North Africa. Donc, c'est des fonds qui investissent au Moyen-Orient, mais aussi... Afrique du Nord.
En Afrique du Nord. Alors, un exemple, le Magna Mena, qui est un fonds géré par une maison anglaise, a fait 15% par an sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est séduisant. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais à côté de ça, vous avez des fonds qui peuvent être, je dirais pas trompeurs, mais dont le nom peut être un peu misleading. Je pense à HSBC Islamic Global Equity. HSBC Islamic Global Equity, ça veut dire quoi ça Global Equity. L'un des premiers, je rappelle en France, à dégainé ça, c'était BNP. Il y avait un fonds islamique chez BNP. Il y a un fonds BNP Paribas Islamique. Alors c'est quoi Alors, le nom laisse entendre que ça investit dans des pays à dominante musulmane. Et quand vous regardez ce qu'il y a dans le portefeuille, le HSBC Islamic Global Equity, qui a fait 11% par an sur 5 ans, vous avez 70% des actifs qui sont investis aux États-Unis sur des firmes comme Apple. Et en fait, ce sont des fonds qui sont destinés aux investisseurs musulmans. Donc ce ne sont pas des fonds qui investissent eux-mêmes. Et qui respectent la charia de mémoire. Voilà, ça, qui sont conformes. Et donc, en réalité, il y a quelques fonds, et il faut regarder ce qu'il y a. Mais qui n'ont pas investi pour le coup dans les bourses du Moyen-Orient, parce qu'ils sont investis sur le marché américain. Ce sont des fonds qui sont essentiellement investis sur les marchés américains, vocation à être très large et qui s'adresse à des investisseurs qui veulent respecter la loi islamique. Bon, d'autres choses à savoir encore une fois sur ce thème d'investissement. Oui. Et on y va ou on n'y va pas d'ailleurs? Alors, moi, juste un peu risqué quand même. C'est exotique. Voilà, c'est exotique. Exotique, c'est mieux comme mot. C'est exotique, c'est des marchés émergents avec tous les risques qu'il y a sur les marchés émergents. Ce sont des marchés de niche. Ce sont des marchés de niche. Donc on peut... Après 15% par an là, sur votre Magna Mena, là, sur 5 ans, ça oui, donne envie, mais voilà, mais on prend un billet. Ça sera marginal dans votre portefeuille. Mais juste pour répondre à votre question précédente, pour compléter, il y a aussi, à côté des marchés, actions des marchés, entre guillemets, un petit peu obligataires, qui permettent d'investir sur de la dette. Alors vous savez que le Coran interdit l'usure, donc il n'y a pas de dette en tant que telle, il y a les soukouk qui... Donc le marché obligataire n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Alors, c'est parce qu'il y a des mécanismes, vous savez, l'industrie financière est riche en imagination, il y a des mécanismes... En créativité. En créativité, voilà. Et vous avez chez BNP et Franklin 2 fonds soukouk qui ont fait au cours des 10 dernières années... C'est quoi un fonds soukouk là? C'est un fonds de dette, mais où il n'y a pas l'usure classique. Il n'y a pas de taux d'intérêt où on l'entend, nous, classiquement. Mais il y a quoi alors? Il y a un mécanisme de rémunération, on ne va pas dire détourné, mais parallèle, qui permet quand même d'apporter une rémunération, mais qui permet en même temps de respecter le Coran. Ouais, en détendant un petit peu. Mais bref, ok. En adaptant. Voilà. Et donc ça, sur 10 ans, ça fait entre 3 et 4% par an. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Ça se regarde. Bon, voilà. Point de vue conseil signé donc Frédéric Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. Bye.